Bonjour à tous, je suis Marine de Bloom Studio et j'ai le plaisir de vous proposer un atelier afin de vous aider en tant que professionnel du bien-être à communiquer en ligne. Que vous soyez hypnothérapeute, naturopathe, prof de yoga par exemple, le but de cet atelier, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez communiquer en ligne et quelles sont les différentes actions et choses que vous pouvez faire afin de trouver des nouveaux clients ou des nouveaux patients. Il se destine à plusieurs types de professionnels, que vous soyez fraîchement diplômé ou que vous ayez déjà votre activité depuis plusieurs années. Je suis sûre que vous pourrez prendre plein de petits conseils qui vont être très importants et qui peuvent vraiment faire la différence. Cet atelier a été réalisé en partenariat avec votre institut de formation. Bloom Studio, c'est moi. J'accompagne les pros du bien-être dans leur communication en ligne, que ce soit pour la création de logos, la création de sites internet ou la communication de façon plus générale sur les réseaux sociaux. Alors, pour commencer, quelques mots à mon propos. Donc, je m'appelle Marine, je suis originaire d'un petit village dans le sud de la France. J'ai étudié la communication et le marketing. J'ai commencé la première partie de ma carrière à Paris pour des instituts de presse, comme par exemple Canal+, Radio France. J'ai aussi travaillé pour le magazine Elle en tant que pigiste. À la suite de ça, j'ai travaillé aussi pour une agence web. Donc, on créait des sites internet pour nos clients. J'étais chef de projet. Et après ça, j'en ai eu un petit peu marre de Paris et j'ai déménagé à Berlin. À Berlin, je me suis spécialisée dans le marketing pour les entreprises étrangères qui voulaient s'implanter en France. Aujourd'hui, je vis entre le sud de la France et Barcelone et je crée des identités visuelles et des sites internet pour les professionnels du bien-être. Je donne également des cours de marketing dans une école qui est basée à Berlin. Je vous propose l'atelier Devenir visible et crédible en ligne, les fondamentaux pour réussir. Le but, c'est de vous donner toutes les clés en main pour communiquer en ligne en tant que professionnel du bien-être. L'objectif de cet atelier est de vous apprendre à structurer votre communication en ligne, que vous soyez un professionnel fraîchement diplômé ou que vous soyez sur le marché depuis un paquet d'années. Le but, c'est de vous aider à comprendre les bases de la communication en ligne et aussi d'éviter les erreurs courantes. Alors, le sommaire, on va parler de différents aspects en rapport avec l'image et la communication en ligne. On va tout d'abord commencer par la base, qui est l'identité visuelle, qui est quelque chose qui est très important en tant que professionnel du bien-être. On va aussi voir comment vous devez communiquer en ligne, quelles sont les différentes options, quelles sont les différentes plateformes, quelles sont les différentes choses que vous pouvez mettre en place. On va commencer à voir comment vous pouvez brainstormer votre identité visuelle. Alors, on va d'abord voir ce que c'est qu'une identité visuelle, on va parler logo, on va parler couleurs, on va parler forme. Je vais aussi vous donner une méthodologie afin de vous aider à créer une identité visuelle qui vous ressemble. Alors, tout d'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une identité visuelle? Donc, vous pouvez voir sur le côté droit, il y a une image dans laquelle vous voyez différents éléments. Donc, il y a un logo, vous pouvez voir qu'il y a des formes, il y a des polices de caractères et il y a différents types d'images. Donc, tout ça, ça représente l'identité visuelle d'une marque. Ok, donc, c'est plusieurs éléments graphiques qui vont en fait vous représenter votre univers et représenter qui vous êtes en tant que professionnel du bien-être. Il faut que vous pensiez que vos futurs clients vont potentiellement vous trouver en ligne via Google. Par exemple, si vous êtes hypnothérapeute, ils vont taper hypnothérapeute avec le nom de votre ville et là, ils vont trouver plein de profils sur Google. Ok, donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre? En général, qu'est-ce qu'on recherche quand on veut rencontrer un professionnel de santé, un professionnel du bien-être? On essaie de trouver quelqu'un avec qui on va se sentir en confiance, tout simplement. L'identité visuelle, ça peut vous aider à créer ce lien, même avant le premier contact. Ils peuvent voir qui vous êtes, ce que vous dégagez. En fait, l'identité visuelle, ça vous sert à dégager une espèce d'aura et à faire comprendre en fait qui vous êtes et quelles sont vos valeurs. Et c'est quelque chose qui est très important pour mettre en confiance les personnes qui vont venir vous consulter. Une belle identité visuelle, ça peut vous aider à être choisi au milieu de plein de professionnels qui sont peut-être dans votre ville à proposer une activité similaire. Ça peut faire toute la différence. Donc le logo, qu'est-ce que c'est? En fait, le logo, c'est quelque chose qui va vous représenter, qui va donner une première impression assez professionnelle, si le logo est bien fait, bien évidemment. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai souvent la même question qui revient, c'est Marine, est-ce que, en tant que professionnelle du bien-être, j'ai à tout prix besoin d'avoir un logo? Alors ma réponse est oui et non. Ce que je conseille, c'est de choisir une belle police de caractère et d'écrire votre nom, votre prénom, votre activité d'une façon assez simple si vous n'avez pas le budget pour faire un logo par un professionnel.
il vaut mieux faire ça que de bricoler un logo, sur Canva si vous n'avez pas les compétences graphiques qui sont nécessaires. Si vous créez votre propre logo sur Canva, si c'est le premier logo que vous réalisez, vous allez être très content de ce que vous avez fait parce que c'est pas votre métier de faire un logo et donc forcément ce sera quelque chose de super pour vous. Mais posez-vous la question: «Est-ce que ce logo m'aide à être crédible en ligne? Est-ce que ce logo, va m'aider en fait au niveau de mon image?» Oui, non et souvent malheureusement, hein, parce que j'ai souvent le cas de clients qui viennent me voir après avoir réalisé un petit peu maison, leurs outils de communication et la réponse c'est que, bah, non, parfois, ce n'est pas très positif pour votre image. En ce qui concerne le logo, eh bien, il doit être simple, il doit rester, lisible. Il faut que vous pensiez qu'il va être sur plusieurs de vos supports de communication. Il doit à la fois être sur votre site internet, sur vos cartes de visite, sur des flyers éventuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire d'une façon claire, nette et précise. Quand on parle de logo, on parle aussi, bah, de différents éléments qui composent votre logo. Qu'est-ce que c'est votre logo? C'est souvent votre nom, votre prénom, votre activité. On va utiliser ce qu'on appelle un icône ou un symbole qui va représenter votre activité. On va aussi choisir une belle police de caractères et des couleurs qui vont représenter votre univers. D'ailleurs, quand on parle de couleurs, les couleurs sont très, très importantes afin de créer un univers qui est cohérent avec vos valeurs, qui est harmonieux avec ce que vous voulez transmettre. Donc, il y a des palettes de couleurs qui sont assez, apaisantes, il y a des couleurs qui sont plutôt vives, il y a des couleurs qui, sont plutôt naturelles. Tout ça, c'est très important à savoir quand vous allez choisir votre propre palette. Au premier regard, quand on va aller, par exemple, sur votre site internet, eh bien, voilà, les couleurs vont donner le ton, de qui vous êtes et de ce que vous voulez transmettre. Alors comme je vous disais, les couleurs, elles donnent le ton de votre univers. Elles sont pas juste là pour être jolies, elles sont vraiment là pour faire ressentir qui vous êtes, pour faire ressentir des choses aux personnes qui sont en contact avec votre communication en ligne. Alors, elles sont censées en fait refléter vos valeurs et donner une première impression. Il y a des couleurs qui, donnent plutôt un ton et une impression sérieuse, il y en a qui communiquent plus autour de la douceur, d'autres plutôt au niveau du dynamisme. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau associe directement des couleurs à des sensations. Donc, on n'a pas besoin de comprendre qui vous êtes et d'analyser. Eh bien, tout de suite, notre cerveau va nous guider et va nous donner un ressenti quand on est en contact avec votre palette de couleurs, avec votre identité visuelle. Souvent, on me demande combien de couleurs est-ce qu'on doit sélectionner quand on crée sa propre identité visuelle. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut, choisir une couleur principale qui va être la couleur dominante que vous allez utiliser sur vos supports et ensuite on va ajouter une à 2 couleurs qui vont être secondaires. Donc ça, ce sont des couleurs qui vont peut-être être un petit peu plus fortes. En général, une à 2 couleurs neutres également, donc qu'on va, devoir utiliser, bah, pour tout ce qui est texte, pour tout ce qui est fond. Quand je fais des sites internet pour mes clients, ce que j'aime bien faire, vous voyez la palette qui est à droite? Et bien voilà, vous voyez que c'est des couleurs qui sont plutôt fortes et imaginons que j'utilise ce jaune ou ce bleu en fond de site internet. Parfois, ça peut être un petit peu trop fort. Donc, ce que je fais en général, c'est que je fais des déclinaisons. Donc, disons que ça, c'est la palette principale et je vais décliner alors le jaune et le vert pour que ce soit un petit peu plus doux et un petit peu plus harmonieux pardon, sur le site internet. Quand on parle de couleurs, eh bien, on parle de plusieurs familles de couleurs. Donc, il y a d'un côté les couleurs chaudes et d'un autre côté les couleurs froides. Donc, les couleurs chaudes, elles évoquent un aspect convivial, un aspect assez enveloppant, énergisant et ça évoque l'optimisme. Donc, souvent, on les utilise pour motiver, pour dynamiser, pardon. Il y a un côté aussi humain, un côté chaleureux, bien évidemment. Donc, ce sont des couleurs qui sont très utilisées pour tout ce qui est coach, pour tout ce qui est énergéticien, pâtissiens qui veulent transmettre un côté mouvement et élan. Ensuite, d'un autre côté, il y a les couleurs froides, donc qui sont plutôt des couleurs qui sont assez rassurantes, qui évoquent le calme, qui évoquent la sérénité et l'équilibre. Donc, ça inspire le sérieux, la douceur, le professionnalisme, bien entendu. Et c'est plutôt bien pour tout ce qui est sophrologie, hypnothérapie, relaxation et pour évoquer tout ce qui se rapproche à l'équilibre émotionnel. Autre famille de couleurs, donc on va avoir les couleurs neutres. Donc dans les couleurs neutres, vous avez le blanc, le gris, le noir, le beige, le brun. Elles évoquent un côté authentique, un côté assez sobre, minimalisme et bien sûr le naturel également.
Donc, ça permet d'équilibrer avec des couleurs qui sont plus vives. Pour les praticiens du bien-être, qui veulent avoir un style, assez simple, assez haut de gamme, assez épuré, en général, j'ai beaucoup de demandes pour tout ce qui est taupe, gris, beige et ce sont des couleurs, c'est vrai, qui sont assez apaisantes, assez calmes, qui n'agressent pas du tout l'œil. On peut parler individuellement de la signification de chaque couleur. Donc, chaque couleur a aussi une signification et chaque couleur aide afin de créer un ressenti. Donc, le rouge, c'est une couleur qui est très passionnelle, très très dynamique et c'est une couleur qui est utilisée pour évoquer l'action. Souvent, elle est utilisée aussi pour évoquer l'urgence, hein. Souvent, sur un site internet, par exemple, on va mettre en rouge quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant. Le métier du bien-être, c'est une couleur à manier avec attention parce que ça peut être un petit peu trop stimulant, un peu trop agressif. En général, on essaie plutôt de jouer sur le côté doux. Et bien sûr, on a le orange. Donc le orange, ça évoque la chaleur, la vitalité, l'optimisme, la convivialité. C'est une couleur qui attire l'attention, mais aussi une couleur qui donne une impression de proximité, de quelque chose qui est abordable. Ça crée une approche humaine. Vous avez aussi le jaune, qui est une couleur personnellement que j'aime beaucoup. Ça évoque quelque chose de joyeux, ça évoque quelque chose de lumineux, quelque chose de très optimiste, de la clarté également. Donc ça donne une impression de gaieté, de bonne humeur. Par contre, attention à manier avec précaution également, parce que ça peut un petit peu fatiguer l'œil. Par exemple, si vous choisissez du jaune sur votre site internet, eh bien, il va falloir manier le jaune de façon très délicate pour que ça fatigue pas trop l'œil, pour que ce ne soit pas trop agressif. Alors, le vert, c'est une couleur qui est très utilisée quand on parle de bien-être. C'est une couleur qui évoque la nature, l'équilibre, la santé également, le lien avec le vivant, le côté harmonieux. Donc, c'est très utilisé, le vert, quand on parle de naturopathie, quand on parle de bien-être naturel, pardon. C'est une couleur qui est très, très appréciée, surtout qu'il y a énormément de déclinaisons de vert avec lesquelles on peut s'amuser pour son identité visuelle. Ensuite, il y a le bleu. Alors le bleu, ça évoque, pareil, toujours un petit peu le côté naturel, mais aussi le côté calme, le côté confiance, le côté sérieux et serein. Ça rassure souvent et ça apaise. C'est également une couleur qui est très utilisée, très choisie dans tout ce qui est, le domaine du bien-être. Donc le que ce soit la relaxation, les thérapies douces, l'accompagnement. On a le violet. Donc le violet, c'est une couleur qui est plutôt spirituelle. Ça évoque le côté intuitif des choses, ça évoque la créativité. On peut voir beaucoup d'utilisation de violet et de déclinaisons de violet pour les professions en rapport avec l'énergie, par exemple le reiki, l'accompagnement spirituel. On a aussi le noir. Le noir, souvent, ça évoque le côté sobre, le côté qualitatif assez haut de gamme. Ça évoque également l'équilibre. Souvent, le noir est utilisé avec une autre couleur un petit peu plus forte pour exprimer le côté moderne. Parfois, c'est un petit peu trop froid et un petit peu trop distant. En fait, tout dépend de la façon dont on va l'utiliser et avec quoi on va en fait l'accorder, tout simplement. Le marron, ça évoque la chaleur, l'authenticité, c'est, le côté naturel, le côté terre, le côté, racine. Souvent, le marron donne une impression de stabilité, un côté assez reposant également. C'est très utilisé dans tout ce qui est profession du bien-être également, tout ce qui est, massage, réflexologie, naturopathie. Donc le blanc, ça évoque, le côté, pur, la simplicité, la clarté, l'ouverture d'esprit. Le blanc, ça donne un côté minimaliste et assez épuré. Moi, je conseille personnellement de faire votre site internet avec un fond blanc, hein. Ne vous amusez pas à mettre du noir, du marron ou des couleurs. Le blanc, c'est quelque chose de très sobre, quelque chose de très classe et qui aide à la lecture, de vos textes. Donc là, je vous ai mis également des couleurs qui sont pas mal demandées. Le terracotta, donc le terracotta, ça a un petit côté terre, hein, comme le marron, mais avec un petit peu plus de chaleur, d'ancrage, d'authenticité, de convivialité. Ça apporte un petit côté terreux, un petit côté rassurant. C'est souvent utilisé pour les identités visuelles qui veulent être plutôt naturelles et chaleureuses. On a également le rose. Donc le rose, ça évoque la douceur, la bienveillance, la tendresse, le réconfort.
C'est une couleur qui est plutôt humaine, qui est plutôt apaisante. Elle peut aussi exprimer le côté, maternité, le côté accompagnement et soins doux. Ensuite, on a, toutes les déclinaisons beige, crème et cru. C'est un côté cocooning, c'est un côté naturel, c'est un côté chaleur douce. Ça crée une atmosphère qui est plutôt rassurante, épurée. Souvent, c'est assez, classe. Ça peut être assez neutre, mais souvent, ça peut, par exemple, pour un site internet, créer un côté, plutôt élégant. Ici, je vous ai mis un petit récapitulatif des couleurs, donc de leur signification, de certains éléments qui se rapportent à chacune des couleurs. Au niveau des palettes de couleurs, si vous ne savez pas vraiment quelle palette de couleurs choisir, si vous avez besoin d'inspiration, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un tour sur Pinterest. Vous pouvez taper les mots-clés palette couleur nature, palette couleur apaisante ou palette de couleurs. Imaginez, vous aimez le rose, vous pouvez mettre rose et vous allez voir différentes palettes de couleurs qui vont s'afficher. Autre tips, quand il s'agit de choisir sa palette de couleurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur color.co. En fait, c'est un site qui est un générateur de couleurs. Vous allez cliquer dessus et vous allez, directement pouvoir générer plusieurs palettes de couleurs, créer par exemple, si vous aimez le violet, créer plusieurs déclinaisons de violet jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous correspond. Quand on choisit ses couleurs, eh bien, il y a des questions simples à se poser. Donc, tout d'abord, dites-vous: «OK, qu'est-ce que je veux faire ressentir? Est-ce que, je veux des couleurs qui apaisent, des couleurs qui dynamisent? Est-ce que je veux des couleurs douces?» Vous pouvez aussi vous poser la question: «Est-ce que ces couleurs, elles me plaisent vraiment? Est-ce que ces couleurs me ressemblent? Ou est-ce que j'ai juste choisi ces couleurs parce que ce sont des couleurs à la mode qu'on voit un petit peu partout?» Autre question, c'est: «Est-ce que ces couleurs, elles vont bien ensemble? Est-ce que c'est plutôt harmonieux?» Quand on parle de logo, on peut aussi parler de la symbolique des formes. Donc, il faut savoir que chaque forme a aussi une symbolique. Ça donne une direction visuelle à votre logo, hein. Ça donne une intention, un ressenti, tout comme les couleurs. Et donc, c'est assez utile de connaître la signification de chaque forme. Donc, si vous partez pour un logo avec un côté arrondi, si vous partez pour un rond, si vous partez pour quelque chose d'ovale, il faut savoir que c'est quelque chose qui est plutôt universel, qui est plutôt rassurant, ce sont des formes qui expriment l'harmonie, la continuité, la perfection. Également, donne un côté sécurité, hein, c'est quelque chose qui englobe, c'est quelque chose d'assez doux et de fluide. Souvent, ce type de logo inspire la confiance et il ramène à l'équilibre et à l'accueil. Ensuite, on a le côté carré. Donc le côté carré, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est la fiabilité, hein. C'est quelque chose qui est dans une box, qui est assez carré. Donc ça donne un côté sérieux évidemment, ça, donne une impression d'ordre, de crédibilité et ça crée une image qui est assez professionnelle, un côté structuré, ancré, organisé. Le triangle, on le voit un petit peu moins dans les logos, mais pourtant c'est une forme qui est très appréciée et qui aide à créer une belle identité visuelle, je trouve. Donc le côté triangle, ça donne un effet d'énergie, de dynamisme, ça évoque le côté direction, une direction à prendre et ça évoque la progression. Ça crée un mouvement, ça peut évoquer aussi l'ambition, ça peut évoquer l'élévation. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'utiliser un triangle dans son identité visuelle, eh bien, ça va attirer l'œil et ça peut évoquer également un sentiment de transformation. Alors les lignes courbes dans les logos, eh bien, ça évoque, un côté fluide, un côté souple, un côté mouvement, mais mouvement naturel qui évoque, des éléments naturels comme par exemple une vague, un pétale. C'est une forme qui est assez utilisée en général dans tout ce qui est soins holistiques, massage, réflexologie. On a aussi les lignes droites. Donc les lignes droites, là, on veut plutôt, donner une impression de quelque chose de carré, quelque chose de précis, quelque chose de structuré et d'assez logique. Souvent, les lignes droites et les angles qui sont bien nets, ça évoque la rigueur, l'expertise, ça, évoque aussi le professionnalisme et ça donne une impression de cadre, d'ordre et de choses qui sont bien maîtrisées. Ça peut aussi être utilisé pour évoquer un petit côté assez haut de gamme et une approche qui est très structurée et très méthodologique.
On a aussi tout ce qui est association aux éléments naturels qui est très demandé, pour les professionnels du bien-être. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, bah, ça va être des feuilles, des racines, quelque chose de très organique, de très végétal. Souvent, c'est utilisé, bah, voilà, pour exprimer la croissance, quelque chose qui grandit, l'évolution également, quelque chose qui évolue, l'ancrage, l'épanouissement, la beauté et bien sûr, ça évoque, la nature. Donc, connexion avec la terre également et bien sûr, ça inspire, bien la confiance et l'apaisement. Alors on a d'autres éléments qui sont pas mal utilisés, donc la spirale qui évoque tout ce qui est, évolution, transformation, cycle de vie, introspection, énergie. On a aussi, bah, la goutte qui a un côté, bah, purification, c'est aussi un élément qui est assez naturel, assez fluide. On a la lune. Alors la lune, elle peut avoir beaucoup, beaucoup de significations, donc c'est pour le côté intuition, cycle féminin, régénération, c'est très utilisé également pour évoquer l'énergie, l'introspection et la continuité. Alors, autre élément important quand on parle de tout ce qui est communication en ligne, c'est votre ton. Vous devez choisir la façon dont vous allez vous adresser à vos futurs patients, à vos futurs clients et aussi à vos clients actuels. Il faut que vous choisissiez un ton avec lequel vous soyez à l'aise. Le ton, il va ressentir aussi bien dans vos posts, dans votre site internet, dans vos échanges par mail avec vos clients. Vous devez choisir si vous voulez être plutôt proche d'eux, si vous voulez être plutôt convivial, si vous voulez avoir un côté sympathique ou si vous préférez garder un ton qui est plutôt professionnel et plutôt formel. Si vous vous posez la question entre le tutoiement et le vouvoiement, je vous dirais de choisir ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Est-ce que pour vous, c'est plutôt naturel, de vouvoyer vos patients? Est-ce que vous avez plutôt le tutoiement facile? Choisissez en tout cas quelque chose qui vous ressemble et quelque chose qui ne sera pas forcé, quelque chose qui va sortir naturellement quand vous adresserez à eux. En tout cas, une chose est claire et sûre, si vous tutoyez sur les réseaux sociaux, soyez cohérent et tutoyez aussi par mail et vice-versa. Au niveau du vouvoiement, ça crée une certaine distance qui est plutôt respectueuse, ça pose un cadre assez professionnel à l'échange. Le tutoiement, c'est plutôt quelque chose qui est plus le tutoiement, c'est quelque chose qui est plutôt intime et qui crée une relation de proximité. Parfois, ça peut surprendre, tout dépend de votre public. En tout cas, vous devez choisir quelque chose qui vous correspond et quelque chose, avec lequel vous vous sentez à l'aise. Il y a un autre élément qui fait partie intégrante de votre communication et de votre identité visuelle, ce sont les visuels avec lesquels vous allez communiquer. Les photos que vous allez mettre sur votre fiche Google, les photos que vous allez mettre sur votre site internet, elles doivent donner envie aux personnes qui sont en contact avec vos éléments de communication de vous contacter et d'en savoir plus sur vous. Donc, en ce qui concerne les photos, il faut pas oublier qu'elles racontent une histoire, elles racontent qui vous êtes. C'est-à-dire que là, c'est le premier contact visuel. Si vous mettez une photo de vous, on voit qui vous êtes, quel est votre univers. Là, vous pouvez voir la photo, de cette praticienne en hypnothérapie. C'est plutôt naturel, plutôt à la campagne, quelque chose de très doux. Vous voyez la photo du kiné à droite qui est plutôt fun et c'est ce qu'il avait envie de mettre en avant par rapport à sa personnalité. Donc n'oubliez pas que c'est un aperçu, une première impression de qui vous êtes et de quel est votre univers. Quand on parle photo, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut que vous postiez des photos qui soient plutôt lumineuses. Il y a plein plein d'outils en ligne qui vous permettent gratuitement d'ajouter de la luminosité à vos images et c'est quelque chose que je vous conseille. Évitez les photos qui sont trop sombres, évitez les photos qui sont floues également. Rien qu'en respectant ça, je pense que vous pourrez avoir un beau feed Instagram ou avoir, bah, des photos sur votre site qui auront l'air plus qualitatives. C'est quelque chose de très simple à faire et c'est quelque chose qui fait toute la différence. Portable, n'hésitez pas à sélectionner l'option portrait, avec votre téléphone portable pour faire un photoshooting. Si vous sentez que vous n'avez pas les compétences, que ça rend pas très bien, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Parfois, ils proposent des shootings, l'histoire d'une heure ou 2 qui sont plutôt abordables et qui vous permettront d'avoir au moins des photos pro pour votre site internet et pour, vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire un mix entre, des photos que vous faites vous-même et des photos, que vous trouvez sur des banques d'images totalement gratuites. Les banques d'images que je vous conseille, donc il y en a 2, c'est Pexel et Pixabay. Pexel et Pixabay, vous allez voir que vous avez plein, plein d'images différentes en fonction de votre univers graphique et ce sont des images qui sont libres de droit, donc c'est-à-dire que vous pouvez librement les utiliser dans vos supports de communication.
Quand on parle de visuel, il y a aussi quelque chose à garder en tête, c'est la cohérence visuelle. Donc, pour vous donner un exemple, regardez, j'ai tapé hypnose dans une des banques d'images que je viens de vous donner. Là, en fait, on me donne plusieurs résultats. J'en ai sélectionné 2 et vous pouvez voir que, sur l'image de gauche, on voit un praticien en hypnothérapie, qui est plutôt, dans un style assez décontracté. Il a un pantalon vert, il a une chemise en jean. Vous pouvez voir que le mobilier est plutôt coloré. Les matériaux qui sont utilisés pour décorer le cabinet, c'est du bois, c'est quelque chose de plutôt apaisant. Et vous pouvez voir que j'ai aussi un résultat qui me donne, un autre type d'image en rapport avec un professionnel de l'hypnothérapie. Vous pouvez voir, le cabinet en cuir. Vous voyez que la praticienne, elle est beaucoup plus stricte, hein. Elle a des talons, elle est habillée en noir. Donc ça, c'est juste pour vous donner, évidemment, vous allez utiliser vos propres photos pour votre site ou pour vos réseaux sociaux. Mais je voulais vous donner ces exemples juste pour vous montrer que, voilà, il y a des différences entre ces 2 types d'images qui racontent pourtant la même chose. Et quand on parle de cohérence des visuels, je vais vous montrer aussi, ce slide. Là, en fait, c'est un site que j'ai fait pour une de mes clientes, qui est hypnothérapeute. Donc quand on parle de cohérence visuelle, là, ce que je veux vous montrer, c'est, des visuels qui expriment les différents soins qui sont proposés par une de mes clientes qui est hypnothérapeute. Et vous pouvez voir que ces tons, les tons, hein, le style de photo semble totalement similaire et qu'elle pourrait être prise par le même photographe, même si ce n'est pas le cas. Donc c'est ça que je voulais essayer d'exprimer quand je parlais précédemment de cohérence visuelle. C'est qu'en fait, pour plusieurs mots-clés, vous allez avoir plusieurs types d'images avec des styles totalement différents. Essayez de rester cohérent quand vous sélectionnez des images sur des banques d'images pour avoir un style cohérent sur tous vos supports de communication. Donc là, vous pouvez voir que c'est plutôt cohérent. J'ai aussi mis un filtre afin que toutes les images soient un petit peu dans la même tonalité. Quand on parle de cohérence, on parle aussi de cohérence. Peu importe où on vous trouve en ligne, vous devez avoir exactement la même identité visuelle. C'est-à-dire, si je vais sur votre compte Instagram, que je regarde vos visuels, ils doivent être cohérents avec l'univers qui a été fait sur votre site internet. De même, si je vais sur votre fiche Google Business. Si vous avez un compte Instagram avec certaines tonalités de couleurs, je dois retrouver exactement les mêmes tonalités, le même genre de visuel sur votre site internet par exemple, et sur tous vos autres supports de communication. Il n'y a pas de compte Instagram avec des couleurs plutôt flashy et un site avec des couleurs plutôt tendres et apaisantes. Vous devez être cohérent, peu importe là où vous communiquez. Vous avez votre identité visuelle, votre palette de couleurs que vous allez appliquer de la même façon partout. Quand je parle d'identité visuelle, je parle également de police de caractère, de couleurs, de formes. Tout ça, ça doit être cohérent, peu importe où on vous trouve en ligne. Comment créer une identité visuelle qui vous ressemble si vous n'en avez pas encore? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une méthodologie afin de créer une identité visuelle qui vous ressemble. Si vous n'avez pas encore ou que vous n'êtes pas très sûr de l'identité visuelle que vous avez, des couleurs que vous avez choisies, des différents éléments qui vous représentent, eh bien, on va très simplement, en fait, parler de comment est-ce que vous pouvez mettre tout ça en place pour vous. Alors, tout d'abord, il faut que vous pensiez à 3 choses qui sont très importantes. Il faut que vous vous questionniez sur ce que c'est votre mission. OK, alors qu'est-ce que c'est la mission? C'est la raison d'être de votre activité. Pourquoi est-ce que vous proposez ce service? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à vos clients au quotidien? Pourquoi est-ce que, ce que vous faites a du sens pour vous? Et ça, je veux que vous l'écriviez sur le papier. Quelle est la raison pour laquelle votre entreprise existe et qu'est-ce qu'elle apporte réellement à vos clients ou à vos patients? Ensuite, une fois que vous avez réfléchi à votre mission, je veux que vous écriviez quelle est votre vision. Quelle est la chose que vous voulez construire? Qu'est-ce qui vous anime pour l'avenir? Qu'est-ce que vous voulez construire, tout simplement? Une fois que vous avez fait ça, vous allez réfléchir à vos valeurs. Quels sont vos principes fondamentaux? Qu'est-ce qui vous définit? Il va également falloir réfléchir à qui est votre audience. OK? Donc, pour ça, je vous demande de réfléchir à qui sont vos potentiels clients et patients. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs difficultés? Quelles sont les choses qu'ils aimeraient régler grâce à votre service? Pour ça, on va vous demander de créer des personas. Qu'est-ce que c'est les personas? C'est essayer juste de fermer les yeux, de vous dire, voilà, quel est le type de patient qui viennent me consulter et pourquoi? Et je veux que vous en créiez 3 ou 4
et que vous réfléchissiez à leur profil, quel est leur âge, quelle est leur profession, quelles sont leurs problématiques dans la vie. De cette façon, si vous pouvez vraiment voir qui sont les personnes qui viennent vous voir et pourquoi, ça va vous permettre de mieux les cibler par la suite et de réfléchir à ce qui pourrait les toucher. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser des questions simples. Si votre activité était une émotion ou une sensation, qu'est-ce que ce serait, cette sensation, cette émotion? Alors là, je vous ai mis des exemples, hein, douceur, vitalité, calme, énergie. Évidemment, vous pouvez en mettre plus d'une, hein, vraiment, mettez ici, on parle de brainstorming, hein, on n'oublie pas qu'on brainstorm pour trouver votre identité visuelle, donc du coup, allez-y, hein. Il y a plusieurs émotions, plusieurs sensations, plusieurs choses que vous voulez transmettre, donc n'hésitez pas à mettre tout ce qui vous passe par la tête. Ça va vous aider par la suite à vous créer votre identité. Ensuite, il y a une autre question à se poser, c'est quel univers ou quelle image vient naturellement à votre esprit quand vous pensez à votre activité? Donc pour ça, fermez les yeux, essayez de réfléchir à ce qui vous vient à l'esprit. Quand je pose cette question parfois à mes clients, eh ben, ils me disent: «Ah bah moi je vois la mer. Ah non, moi je suis plutôt montagne. Moi je vois de la texture, je vois du sable fin». Essayez en fait de définir quels sont les éléments qui vous plaisent, qui vous parlent. Regardez peut-être autour de vous aussi dans votre appartement. Quelles sont les couleurs? Est-ce qu'il y a des éléments de décoration qui reviennent souvent? OK, ça peut être des plantes, ça peut être de la lumière. Est-ce que c'est plutôt cocooning? Essayez de voir un petit peu, essayez de visualiser quand vous fermez les yeux à ce qui vous plaît, ce qui vous représente, qu'est-ce que c'est l'atmosphère que vous voulez donner. Ensuite, on a d'autres questions, c'est qu'est-ce qui vous rend unique dans votre façon d'accompagner? Alors, ça peut être que vous êtes authentique, que vous êtes minimaliste, que vous êtes intuitif, que vous proposez un service qui est vraiment personnalisé. Ensuite, vous allez réfléchir à quelle atmosphère est-ce que vous avez envie de créer pour vos clients. Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est plutôt chaleureux? Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est plutôt vu comme professionnel, mettre une certaine distance? Est-ce que vous voulez inspirer? Est-ce que vous voulez vraiment montrer votre côté bienveillant? Ça, c'est quelque chose de très important aussi à mettre sur le papier à ce moment-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'inspiration. Donc l'inspiration, faut pas se mentir, elle peut être partout. Partout, partout, vous pouvez être inspiré par ce que vous voyez. Donc souvent, Pinterest, c'est un super outil, hein, qui permet d'être en contact avec plein, plein de visuels. Même si c'est pas des visuels qui ont rapport direct avec votre activité, vous pouvez les choisir, vous pouvez les sectionner, vous en servir. Ça vous permettra de voir ce que vous aimez. Donc, vous pouvez créer une présentation sur Google Slides, PowerPoint ou Canva. Et l'idée, c'est d'aller y mettre vraiment ce que vous aimez, ce que vous trouvez. Alors, l'inspiration, comme je vous disais tout à l'heure, elle peut être en ligne, hors ligne, hein. Moi, je sais que quand je marche parfois dans la rue, je regarde des vitrines de magasins. La dernière fois, j'ai vu une vitrine d'opticien qui avait vraiment, en fait, une palette de couleurs qui me plaisait. C'est une association que j'ai trouvée très, très originale. Et ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que j'ai pris une photo et que j'ai mis directement cette photo dans mon mood board parce qu'elle m'inspirait. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est que tout peut être source d'inspiration. C'est-à-dire qu'une devanture de coiffeur, même si vous n'êtes pas coiffeur, même si vous ne voulez pas ouvrir un magasin de coiffure, si vous aimez en fait la typographie qui est utilisée, si vous aimez les couleurs, si c'est quelque chose qui vous inspire et que vous sentez que ok, ça j'aime bien, même sans savoir forcément pourquoi, prenez-le en photo et ajoutez-le dans votre présentation. Vous pouvez aussi essayer de vous attarder, ça c'est quelque chose qui est assez sympa à faire aussi, sur ce que vous n'aimez pas et vous demander pourquoi est-ce que je n'aime pas. Parfois, je trouve personnellement que on ne sait pas forcément. Alors moi, c'est un peu différent. Pour mes clients, je sais ce que je vais faire, mais par contre, quand je dois faire quelque chose pour moi, c'est toujours un peu difficile de savoir ce que je veux. Alors parfois, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut pour soi, mais on arrive à voir ce que l'on ne veut pas. Donc si vous êtes, d'une nature un peu indécise et que, vous avez du mal à faire des choix, vous pouvez essayer de commencer par là aussi. Quand vous êtes en contact avec certains visuels, avec certaines identités visuelles, vous pouvez vous demander: ça j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Qu'est-ce qui me dérange?» Et peut-être que ça peut aussi vous aider à trouver ce que vous aimez en allant dans la direction inverse. Donc, ce qu'on peut faire aussi pour s'inspirer, c'est aussi s'inspirer de nos collègues, hein, les autres thérapeutes, les autres professionnels du bien-être. Vous pouvez aller visiter leur site internet,
regardez leur logo, regardez leur palette de couleurs, essayez de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez taper votre profession dans Google et vous pouvez tomber sur des fiches Google, voir un peu quel genre de sites ont les autres professionnels qui font votre métier. Essayez un petit peu d'analyser. Bien sûr, comme je vous dis, de regarder ce que font vos collègues. Ce n'est jamais pour copier. On ne copie pas parce qu'on va créer une identité visuelle qui vous correspond, hein, c'est ça le but. Mais au moins, ça peut vous donner un petit peu des pistes sur ce qui se fait, sur ce que vous aimez, pardon, et ce que vous n'aimez pas. Ce que j'ai commencé à vous expliquer quand je vous disais de créer une présentation, de créer en fait quelque chose sur Google Slide, PowerPoint ou Canva, c'est en fait de créer un mood board. Alors, qu'est-ce que c'est un mood board? Un mood board, vous pouvez le voir comme une planche visuelle qui va regrouper plusieurs éléments qui vous inspirent. Donc, ces éléments, ils sont divers et variés, hein. Il ne faut pas du tout se limiter quand on crée un mood. Pour créer votre mood board, il faut créer et ajouter des images qui soient plutôt variées mais cohérentes. Ok, donc vous pouvez utiliser toutes sortes d'images comme je vous disais. Vous pouvez ajouter des photos que vous prenez avec votre téléphone portable. Vous pouvez ajouter des photos qui vous inspirent, que vous voyez dans les autres professionnels du bien-être ou parfois quand vous êtes en contact avec une publicité d'une marque, si vous avez des tonalités qui vous plaisent, si vous avez un univers qui vous plaît. En gros, dès que ça vous plaît, vous l'ajoutez sur votre mood board et le but, c'est vraiment de voir un petit peu ce qui peut vous inspirer, ce qui peut vous plaire. Qu'est-ce qu'on met dans un mood board? Plusieurs éléments. Ça peut être des couleurs, ça peut être des typographies, ça peut être des textures, ça peut être des photos, ça peut être des motifs. Tout, en fait, tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous plaît, toutes les choses, quand vous les voyez, vous vous dites: Ça, c'est pas mal, ça pourrait être vraiment pas mal, j'aime cet univers, ça me parle». Quand je travaillais en agence web, on demandait aux clients de faire des mood boards parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, tout simplement, on n'avait pas tous la même vision pour un mot, pour un adjectif qualificatif, on n'a pas tous la même vision de ce que ça représente. Par exemple, quand quelqu'un me dit haut de gamme, eh ben, avec des mood boards, on s'est rendu compte qu'on n'a pas tous la même vision de quelque chose qui est haut de gamme. Quand on parle avec des mots, eh bien, c'est toujours plus facile de montrer visuellement ce à quoi on se réfère et c'est pour ça qu'on utilise le mood board pour combiner plusieurs éléments. Ça peut être des couleurs, des textures, une ambiance, ça peut être aussi des logos, même si ce sont des logos qui n'ont rien à voir avec votre activité, hein. Là, je ne vous demande pas de mettre des logos qui sont forcément des logos d'autres professionnels du bien-être. Ça peut être voilà, des logos. J'aime ce logo, pourquoi? Qu'est-ce que j'aime? Alors, j'aime les couleurs, j'aime les formes, même si ce n'est pas une activité similaire à la mienne. Comme ça permet au professionnel qui va travailler sur votre logo de voir ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Là, vous avez un exemple en fait de mood board. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des tons qui sont plutôt des tons tendres dans les beiges, un design plutôt épuré. Vous voyez, il y a des personnes, c'est un mélange de textures. Là, regardez, on voit des typographies, on voit plusieurs polices de caractères. Bien sûr, le mood board n'est pas là encore pour faire un choix. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez de less is better, pardon, il y a écrit quoi? Less but better. Désolée, j'ai pas mes lunettes. Ça veut pas dire qu'on va utiliser vraiment cette police de caractère-là, mais ça veut dire que, ok, donc j'aime bien le mix. J'aime bien le mix en fait entre ce genre de fonte et celle-là. Oh, j'aime bien aussi celle-là. On n'est pas du tout en train de faire un choix. Ensuite, là, vous avez un autre mood board. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un mélange de matériaux. On voit du bois, on voit un côté métallique, on voit un côté aquarelle. On voit que la personne qui a fait ce mood board aime le bleu, aime aussi tout ce qui est ton beige écru. Il y a un côté très marin là-dedans. Il y a un côté très, regardez, il y a encore une police de caractère écrite à l'aquarelle. Donc là, on voit un univers qui est plutôt apaisant, mais qui a une petite touche de créativité, une petite touche marine. Et moi, ça va m'aider à créer une identité visuelle qui ressemble à ça. Autre univers, donc là, on peut voir le côté blanc, hein, un côté blanc très épuré, des polices de caractère qui sont beaucoup plus... des polices de caractère qui ont un côté beaucoup plus strict, beaucoup plus carré. D'ailleurs, là, on voit beaucoup de carrés, beaucoup de rectangles. On voit que les angles ne sont pas du tout arrondis dans ce mood board. Et on voit bien sûr des couleurs qui sont assez vives et qui viennent éclairer cette dominante de blanc.
Quand vous créez votre mood board, comme je vous ai dit, il y a plusieurs éléments à intégrer. Surtout, ne vous limitez pas à des images et surtout ne vous limitez pas à des images en rapport avec votre activité. Vous êtes un coach holistique, eh bien, n'hésitez pas à mettre un canapé. Pensez à si mon activité ou si j'étais un salon, quel type de salon est-ce que je serais? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou si j'étais une cuisine, quel type de cuisine est-ce que je serais? Est-ce que je serais une belle cuisine en bois naturel? Est-ce que je serais une cuisine qui est plutôt blanche, très épurée? Est-ce que je serais une cuisine très très colorée avec plein plein d'éléments de déco? Alors, quand on parle de mood board, on parle aussi de palette de couleurs. Normalement, un mood board, ça doit vous aider aussi à définir quelles sont les couleurs que vous allez utiliser pour votre marque. Donc, en général, essayez de rester sur 3 à 6 couleurs maximum pour ne pas partir dans tous les sens. Dans cette nouvelle partie, comment communiquer en ligne, on va parler de votre fiche Google Business, qui est très importante pour les professionnels du bien-être. On va parler également de site internet et des réseaux sociaux. Et on commence avec Google Business Profile. Donc Google Business Profile, qu'est-ce que c'est? C'est un élément très très important qui est souvent en fait pas travaillé à sa juste valeur. Je vois tous les jours des professionnels qui passent pas assez de temps en fait sur cette fiche, remplir cette fiche et essayer de faire en sorte qu'elle soit parfaite. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est votre carte de visite en ligne, ça va vous représenter 24 heures sur 24, ça va vous permettre à de potentiels clients ou patients de vous découvrir, de vous localiser et bien sûr de vous contacter. Donc on va voir que si vous l'optimisez bien, elle va vous aider à inspirer confiance et elle va inciter vos futurs clients à franchir le pas et à vous contacter. La fiche Google Business, c'est vraiment un atout pour votre visibilité. Pourquoi? Parce que ça va permettre à de potentiels clients de vous trouver. Ils ne vous connaissent pas, mais ils vont taper votre domaine d'activité plus votre ville et potentiellement tomber sur vous. Bien sûr, ils vont pas tomber que sur vous. Ils vont tomber sur d'autres professionnels qui proposent sûrement plus ou moins les mêmes services que ceux que vous proposez. Et ce qui va faire la différence entre vous et les autres, c'est tous les points qu'on va évoquer. Cette fiche, elle va permettre de transmettre instantanément des infos importantes. Où est votre cabinet? À quelle heure est-ce que vous êtes ouverte? Est-ce que vous faites des consultations le samedi, par exemple? Elle va donner l'accès à votre site internet. Elle va permettre de visionner des avis clients. Il faut voir cette fiche comme un premier point de contact qui va les emmener vers votre site internet. Et là, une fois qu'ils seront sur votre site internet, il y a un rôle décisif qui va être pris dans la prise de décision. Est-ce qu'ils vont décider oui ou non de vous contacter et de vous consulter. La fiche Google Business, elle permet aussi de renforcer votre crédibilité grâce à des avis Google qui sont des témoignages de vos clients qui sont déjà venus vous voir. Alors, question importante à se poser, comment est-ce que Google met en avant une fiche dans ses résultats plutôt qu'une autre? Il faut savoir qu'il y a différents aspects qui sont importants pour Google. Donc, c'est tout d'abord la pertinence. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont vous rechercher vont taper des mots-clés et donc vous allez être classé dans les résultats en fonction des mots-clés sur lesquels vous apparaissez. Ensuite, il y a le côté proximité. C'est-à-dire que Google a tendance, quand on fait des recherches directement sur téléphone, à nous proposer des réponses, des professionnels qui sont le plus proches possible de nous. Ensuite, la popularité. Donc, la popularité, comment est-ce que Google note ça? C'est en fonction du nombre d'avis clients que vous avez, en fonction de la note aussi que vos clients vous ont donnée, et aussi en fonction des interactions que vous avez et de la régularité des mises à jour. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à jour votre fiche, vous pouvez uploader des news, vous pouvez en fait répondre aussi à vos avis clients, et tout ça, ça va jouer un rôle pour Google. Et aussi en fonction de votre activité et de votre crédibilité. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de lien vers votre site, ça va vous pénaliser. Si vous n'avez pas de publication récente, ça va vous pénaliser. Si vous n'avez pas ajouté de photos et que vous ne faites pas de réponse aux avis, eh bien tout ça, ça va avoir un aspect négatif pour Google qui va plutôt mettre en avant des fiches avec des liens vers des sites internet, avec des reviews, avec des bonnes notes, avec des réponses aux commentaires, etc. Alors, comment Google met en avant une fiche plutôt qu'une autre? Comme je vous le disais précédemment, il y a plusieurs critères qui sont importants et notamment les avis. Quand on parle d'avis, qu'est-ce qui est important? C'est le nombre d'avis qui ont été laissés, la note que vous avez obtenue grâce au total de ces avis, mais aussi, en fait, quand est-ce qu'ils ont été postés? Si vous avez eu plein d'avis, mais que le dernier a été posté il y a 3 ans,
Google peut se demander, eh bien, si votre activité est toujours d'actualité et peut décider, en fait, de mettre un petit peu votre fiche de côté s'il n'y a pas de nouveaux avis de façon fréquente. Ensuite, ce que Google va regarder, eh bien, c'est simplement aussi de voir, votre engagement, si vous êtes actif sur cette fiche. Alors là, on va voir votre réactivité, hein, pour répondre aux commentaires, mais également si vous mettez votre fiche à jour. Donc les contenus qui font la différence. Donc là, on parle imaginez que je fais une recherche, je cherche un professionnel qui propose, les mêmes services que vous dans votre ville. Qu'est-ce qui va aider, en fait, un potentiel patient, un potentiel client à prendre la décision de vous contacter plutôt qu'un autre? Donc les photos, hein, c'est la première chose qu'on voit. Ensuite, dans publications régulières, n'hésitez pas à partager des conseils, des techniques, des témoignages. Ça peut aussi aider à la prise de décision et des avis et offres spéciales. Donc vous faites un tarif de rentrée pour les personnes qui n'ont jamais essayé le Reiki, eh bien, mettez-le aussi sur votre fiche et peut-être que ça va les pousser à vous contacter vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Donc si vous optimisez votre fiche sur Google Reviews, ça peut vous aider à être choisi, ça peut augmenter vos chances d'apparaître à un niveau local, hein, au-dessus de la fiche d'un autre professionnel qui propose le même type d'activité. Ça aide la prise de décision, vos prospects vont avoir accès à votre site internet, à certains avis et vont pouvoir se faire une idée. Ils vont aussi être en contact avec vos photos, avec votre univers, ils vont pouvoir voir qui vous êtes et ça va les aider. Ça va aussi renforcer votre crédibilité avec les avis récents, détaillés, et ça va vous aider pour le référencement. Donc, il y a un certain nombre de mots-clés qui vont être utilisés dans votre fiche, qui va aussi aider Google dans le référencement SEO de votre fiche. Obtenir des avis de vos clients, c'est très important, mais alors comment obtenir des avis? Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas attendre que vos clients ou vos patients laissent des avis, mais directement de les solliciter. Pensez que s'ils sont contents en fait de vous, si vous les avez aidés dans leurs problématiques, eh bien, ils sont très contents de vous aider à leur tour. Donc quand il s'agit de Google Review, il y a des erreurs à éviter. Donc notamment, il faut à tout prix éviter d'acheter des avis, parce que oui, ça se fait, hein, vous pouvez en acheter, mais souvent Google peut le détecter et ça peut donc vous pénaliser. Ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est d'ignorer les critiques. Si vous avez un avis qui est très mauvais, eh bien, répondez-y. Répondez-y d'une façon professionnelle, peut-être n'y répondez pas à chaud. Attendez un petit peu, posez-vous devant la réponse et essayez d'y répondre de façon très professionnelle. À titre personnel, parfois, quand je vois les réponses d'avis, eh ben, ça me donne envie de consulter le pro. Je me dis ah bah oui, en fait, on a tous des avis différents et peut-être que la personne a une mauvaise expérience et souvent, la réponse du professionnel peut être vraiment déterminante pour gagner en crédibilité. Autre chose à éviter, évitez de demander à vos amis et à vos proches de laisser des avis sur votre fiche Google. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça se voit. Moi-même, la première, quand je cherche à consulter un professionnel sans recommandation, je vais regarder les avis et en général, on peut déceler si ces avis sont des faux avis ou non. Comment? Alors en général, il faut savoir qu'il y a un certain type de profil. Il y a des utilisateurs de Google qui ont tendance à laisser beaucoup d'avis, qu'ils soient satisfaits ou insatisfaits, et il y a des utilisateurs qui ne laissent pas d'avis. Si vous avez des utilisateurs qui ont laissé des avis et qu'on peut voir depuis la création de leur compte Google, ils ont laissé seulement un ou deux avis, ça peut paraître suspect. Parfois, je vois aussi qu'on peut aussi voir les autres avis que la personne a laissés. Alors, si vous êtes, par exemple, à Bordeaux et que vous exercez une activité à Bordeaux et que la personne est à Tombouctou, parfois, on peut peut-être se poser des questions, est-ce que ce sont des vrais avis? J'ai aussi vu beaucoup de thérapeutes qui demandent à leurs collègues thérapeutes qui partagent peut-être leur cabinet de leur laisser des avis. Alors là, c'est pas malin parce qu'en fait, on voit les noms, ça se voit, tout simplement. Évitez aussi de récolter tous vos avis sur une courte période de temps. Alors pourquoi? Parce que Google peut considérer que c'est du spam, que ce sont des avis qui ont été achetés. À la fin de cet atelier, ne vous dites pas, bah tiens, c'est vrai que j'ai pas d'avis, je vais envoyer un mail général à tous les patients et à tous les clients que j'ai eu depuis le début de mon activité. Et quand c'est comme ça, le risque, c'est qu'ils vous laissent tous un avis cette semaine ou même durant la même journée, ce qui peut être pénalisé par Google, qui peut penser que ce sont des avis qui ne sont pas authentiques. C'est arrivé à quelqu'un que je connais, et pourtant, c'était bien des vrais avis qui avaient été vraiment laissés par des vrais patients. Mais étant donné qu'il y a eu un fort volume, quand je parle de fort volume, je parle pas de 100 avis, hein, je parle peut-être d'une quinzaine d'avis dans la même semaine, eh bien, cette personne a été pénalisée. Il faut aussi que vous pensiez qu'en fait, quand
on va consulter les avis. C'est bien aussi de voir qu'il y a des avis qui ont été laissés il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 2 semaines. Si vous avez et c'est comme ça que je vois aussi parfois quand ce sont des faux avis, quand je vois que les avis ont été laissés, tous au cours de la même semaine, ça me paraît toujours un peu bizarre. C'est pour ça que je vous disais précédemment qu'il vaut mieux envoyer les mails petit à petit, au fur et à mesure de votre activité. Si vous vous rendez compte que vous avez un peu du retard, que vous avez vraiment négligé ce travail que vous pouviez faire par rapport aux avis sur Google, eh bien peut-être envoyer des mails à vos anciens clients ou patients, je ne sais pas, 5 par 5. Et vous faites ça un petit peu toutes les semaines, vous envoyez des mails qui demandent en fait de laisser des avis et ça semblera beaucoup plus naturel aussi pour votre profil. Voilà, donc ça, ce sont vraiment toutes les choses à éviter quand on parle d'avis sur Google Review. Alors ensuite, on va parler du chapitre de comment communiquer en ligne avec cette partie qui est très importante et qui peut être un petit peu problématique souvent parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps également, c'est le site internet. Alors, le site internet, vous devez vraiment le voir comme votre espace central, hein. C'est un espace qui va aider au niveau de la confiance, qui va aider à rassurer vos futurs clients, qui va les rassurer, les informer. C'est vraiment là où vous pouvez mettre toutes les infos qu'ils peuvent potentiellement chercher afin de prendre la décision de vous consulter. Le site internet, c'est un espace central autour de votre communication et c'est un espace que vous pouvez utiliser pour donner confiance à vos futurs patients, à vos futurs clients. C'est un espace que vous allez utiliser afin de les informer, de les rassurer, de les orienter et justement de les aider à vous choisir. Vous pouvez vraiment parler plus en détail de votre méthodologie, de votre travail, de votre façon de faire. Votre site internet, donc il doit rassurer, il doit renseigner et il doit répondre à plusieurs besoins et il y a un certain nombre d'informations que vous devez toujours afficher sur votre site internet. Donc tout d'abord, il doit expliquer qui vous êtes, quel est votre parcours, quelles sont les formations que vous avez effectuées. Il doit aussi parler en détail de vos services, quel type de service vous proposez, pour quel prix, quelle est votre méthodologie. Et il doit aussi aider vos futurs clients à prendre rendez-vous. Votre site web, il doit vous servir, comme je vous le disais, pour rassurer les personnes qui vont venir vous voir. Vous devez vous en servir afin de partager des contenus qui sont utiles. Votre but, c'est de construire votre crédibilité. Alors pour ça, vous pouvez utiliser des avis, vous pouvez en fait parler de vos diplômes, de vos certifications, des différents stages que vous avez effectués. Et vous pouvez aussi mettre en place une espèce de FAQ, donc des questions-réponses. Si vous voyez dans votre cabinet que vous avez toujours les mêmes questions qui reviennent et toujours un petit peu les mêmes craintes de la part de vos patients, eh bien, vous pouvez directement adresser ces questions et y répondre sur votre site internet. Comme ça va vraiment permettre aux personnes qui ne sont pas encore en contact avec vous et qui hésitent à vous consulter, à voir ces questions, voir votre réponse et être rassurées, ce qui peut leur permettre par la suite de franchir le pas et de vous contacter. Votre site web, il faut vraiment que vous le voyez comme un point stable. C'est comme un point d'ancrage qui va vraiment être le lieu où vous serez accessible de partout. Donc, c'est-à-dire que sur Instagram, vous allez mettre un lien vers votre site. Sur votre fiche Google Business, vous allez mettre également un lien vers votre site. C'est là que tout va se passer parce que c'est là que la décision de vous contacter va être prise. Il faut que vous gardiez en tête que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez un lien vers Instagram ou vers Facebook à partir de votre fiche Google Business, eh bien, il y aura beaucoup de personnes qui malheureusement ne pourront pas consulter vos profils et donc ne pourront pas en savoir plus à votre sujet. Donc, quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est un lien vers votre site internet à partir directement de votre fiche Google Business. Et là, tout le monde pourra cliquer dessus, tout le monde pourra avoir accès à ces informations et en savoir plus sur vous. Il ne faut pas oublier aussi que sur les réseaux sociaux, vous dépendez d'un certain nombre de choses, de règles et d'algorithmes, et vous n'êtes pas à l'abri que votre compte saute un jour, qu'il soit fermé, ou que vous ayez en fait un manque de visibilité par rapport à l'algorithme, alors que sur votre site, eh bien, vous allez rester maître de votre site et les personnes y auront toujours accès. Alors pourquoi est-ce qu'il est conseillé d'avoir un site web et de ne pas uniquement se limiter aux réseaux sociaux comme Facebook et Instagram? Tout simplement parce que ce n'est pas le même format. Vous pourrez mettre sur votre site web des informations beaucoup plus complètes, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus rassurantes que ce que vous pourrez faire sur Instagram.
Il y a pas longtemps, j'ai contacté une praticienne sur Instagram et je voulais voir un petit peu son parcours avant de la consulter pour prendre ma décision. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas de site web, mais que je pouvais apprendre à en savoir plus sur elle en consultant ses stories. Donc là, elle m'a renvoyé un certain nombre de stories qui parlaient d'elle, de son parcours. Pour moi, c'était pas du tout suffisant. N'oubliez pas que les personnes qui vont venir vous voir, elles ont besoin de vérifier votre crédibilité, votre légitimité. Et pour moi, ça se fait vraiment avec des textes qui expliquent vraiment ce que vous faites, d'où vous venez et qui vont rentrer dans le détail pour les personnes qui sont plus intéressées. Donc votre site web, il faut vraiment que vous le voyez comme votre espace, qui est un espace qui est stable, qui est contrôlé. C'est aussi quelque chose que vous allez mettre en lien partout si vous faites des cartes de visite, si vous avez une fiche Google Business, dans vos emails aussi. Et c'est beaucoup plus pro de mettre un lien vers un site web qu'un lien juste vers un compte Facebook ou Instagram. Au niveau de la structure de votre site internet et au niveau de ce que vous devez à tout prix mettre sur votre site internet, alors il y a plusieurs types de pages. Alors par exemple la page d'accueil. La page d'accueil, ça peut être un mix avec plusieurs types d'informations. Dans tous les cas, il faut que votre page soit claire, structurée, qu'elle donne envie d'être lue. Et vous allez parler à la fois de vous, vous allez parler de vos services, vous allez vraiment faire une intro qui va permettre aux personnes qui veulent en savoir plus, par exemple sur vos services, de cliquer sur chaque service et d'en savoir plus de façon détaillée. Vous devez aussi avoir une page service, qui, surtout si vous avez plusieurs types de services. Donc là, vous allez parler de plusieurs choses, donc la technique, les tarifs, les bienfaits, tous les bénéfices et votre méthodologie évidemment. Vous devez avoir une page aussi qui suis-je, qui parle de vous, de votre parcours, de votre formation, de vos valeurs et de ce que vous voulez transmettre. Ensuite, il faut toujours mettre vos coordonnées visibles pour que les personnes qui vous consultent sachent dans quelle ville vous exercez, si vous exercez aussi peut-être en ligne éventuellement. Le FAQ dont je vous parlais tout à l'heure, donc le FAQ, c'est tout simplement des questions-réponses. Prenez les questions que vos patients vous posent le plus souvent dans votre cabinet et mettez-les sur votre site afin d'y répondre. Des témoignages clients, c'est aussi très important de voir un petit peu quelles sont les expériences des autres, quels sont les problèmes que vous avez pu régler chez certains de vos patients. Et il faut aussi penser à faire un site qui va être adapté à la fois sur un ordinateur, sur une tablette et sur un mobile. Quand on parle de site web, la bonne structure, c'est aussi la clé. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est éviter de faire des textes trop longs. Parce que oui, c'est très important de donner un certain nombre d'informations pour être crédible et pour pouvoir expliquer tout ce que vous voulez dire. Mais en général, il faut quand même essayer de structurer vos textes, de structurer vos contenus pour que les textes et les paragraphes ne soient pas trop imposants. Parce que ça peut un petit peu impressionner et ça peut un peu faire en sorte que les gens se disent « Ouh là là, il y a trop de choses, je ne lis pas ». Il faut que vous gardiez en tête que vos visiteurs vont sûrement lire vos textes en diagonale au début et ils pourront revenir sur certaines parties, sur plusieurs catégories une fois qu'ils auront pris une décision. Ce qui est aussi conseillé en termes de rédaction, c'est de faire des phrases courtes et simples. Moi, j'ai un tips qui est très très pratique quand c'est comme ça. Donc, lisez votre phrase à voix haute. Si vous n'arrivez pas à la lire sans reprendre votre souffle, reprendre votre respiration, si vous voyez que c'est un petit peu difficile de la lire à voix haute, c'est que cette phrase, elle est trop longue. N'hésitez pas à faire des phrases courtes ou à créer tout simplement plusieurs phrases au mieux d'un gros paragraphe, parce que là, on va complètement perdre votre idée, en fait. C'est aussi important de créer des titres et des sous-titres de façon très claire à plusieurs parties de votre site web pour organiser vos idées, pour que ce soit clair, pour que sans qu'on lise tout le paragraphe, on comprenne où vous voulez en venir. N'hésitez pas aussi à faire des listes à puces afin de synthétiser vos idées. Ça sera toujours plus facile de lire des listes plutôt que des gros paragraphes. Quand vous travaillez sur votre site web, n'oubliez pas de laisser des espaces vides, des espaces blancs. C'est très important en fait pour éviter d'étouffer vos lecteurs avec trop d'informations. C'est aussi très bon pour le design de votre page. Donc, laissez et n'ayez pas peur de laisser des espaces vides pour faire un petit peu respirer tout ça. Il y a aussi des appels à l'action, donc ce qu'on appelle les call to action, à mettre dans plusieurs parties de vos sites web afin de les aider à prendre rendez-vous,
afin de les inciter à lire un petit peu plus sur tel ou tel sujet. C'est très important d'en mettre un petit peu partout sur votre site web. Un design épuré, ça va vous aider aussi à mettre en valeur les contenus qui sont pour vous essentiels. Au niveau de la page d'accueil, on en a parlé précédemment. Voici tous les éléments qui, à mon sens, devraient figurer dans votre page d'accueil. Évidemment, tout ce qu'on va mettre dans la page d'accueil, ça va être des extraits, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire de gros paragraphes, de gros blocs. La page d'accueil, elle est là pour aider vos visiteurs à naviguer sur les autres pages de votre site et elle va tout simplement les aider à avoir accès à telle ou telle information. Donc, une présentation courte. Ensuite, vous allez afficher quels sont vos services phares. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un ou deux services, voire trois services, ou peu importe le nombre de services, vous allez les lister, les mentionner et les accompagner de petites phrases descriptives qui aident à expliquer ce que sont ces services. C'est très important en fait de donner une impression globale, de montrer au premier coup d'œil quels sont les services que vous proposez. Une photo pro et accueillante de vous, des call to action qui sont plutôt visibles et qui les incitent à prendre de rendez-vous, à en savoir plus, à peut-être prendre un premier contact par téléphone. Ensuite, vos coordonnées. Comme je vous disais précédemment, c'est important de mettre où est-ce que vous exercez, quelle ville, quel type de consultation vous faites. Des avis et des témoignages plutôt courts, ça rassure et c'est bien de montrer quelles sont les problématiques que vous avez aidé à régler pour tel ou tel patient ou client. Et comme je vous disais précédemment, la zone géographique. Quand on parle site web, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que je crée mon site web? Quelle plateforme est-ce que je dois utiliser? Parce que c'est vrai que de nos jours, il y a énormément d'outils qui peuvent vous aider à faire un site web. J'ai relevé les trois principales plateformes qui sont Wix, WordPress et Squarespace. Donc, j'ai mis Wix et Squarespace un petit peu dans le même panier parce qu'en fait, ils proposent la même chose de la même façon et WordPress de l'autre côté. Donc, personnellement, je travaille avec WordPress parce que c'est l'outil le plus professionnel qu'il y a sur le marché. Ça permet de faire un site qui est totalement customisable, optimisé en termes de SEO. Sur Wix et Squarespace, on vous dira aussi que c'est optimisé, mais la réalité, c'est que il n'y aura rien de mieux qu'un site web fait sur WordPress, en particulier si vous voulez travailler votre référencement web et dans l'espoir d'être en première page de Google par rapport à vos mots-clés et à votre ville, par exemple. Donc, la différence aussi entre WordPress, Wix et Squarespace, c'est que avec WordPress, vous êtes propriétaire de votre site. Vous allez avoir votre site qui tourne, vous n'avez rien à payer tous les mois, juste l'hébergement. Et en général, l'hébergement, c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément cher, ça peut coûter 5 à 10 euros par mois. Et l'avantage, c'est que vous pouvez avoir sur le même hébergement plusieurs sites web. Donc, par exemple, si vous voulez avoir un hébergement commun avec, je ne sais pas, ça peut être votre compagnon ou d'autres amis thérapeutes, vous pouvez très bien, pour 5 à 10 euros par mois, avoir plusieurs sites et ça ne va pas vous coûter très cher au final. Quand on parle de Wix et Squarespace, les tarifs sont beaucoup plus élevés parce que vous allez payer mensuellement, donc que ce soit pour l'hébergement et pour en fait garder votre site. Donc c'est-à-dire que si vous gardez votre activité pendant 5 à 10 ans, vous allez devoir payer 20-25 euros plus par mois. Vous allez être content parce que vous pouvez faire un site web, mais aussi faites attention et assurez-vous que ce site web vous donne bien une image pro. Le fait que vous n'êtes pas le propriétaire de votre site. Donc, c'est-à-dire que votre site reste sur la plateforme. Si demain vous voulez arrêter de payer les 25 euros par mois pour être sur ces plateformes, eh bien, vous ne pourrez pas partir avec votre site. Vous serez obligé de repartir sur une autre plateforme et de créer un site de zéro. Quand on parle de WordPress, donc comme je vous le disais, donc au niveau SEO, c'est très bon. Et vous avez aussi énormément de fonctionnalités que vous pouvez utiliser gratuitement sous forme de plugins. Et vous êtes le propriétaire unique de votre site. Voilà, donc c'est la solution numéro 1, WordPress. Dans la dernière partie de comment communiquer, on va parler des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est souvent un gros point. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de concentrer vos efforts là où ça compte vraiment.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un seul réseau social qui est bien tenu, dont vous allez vraiment prendre soin, plutôt qu'être un petit peu partout, mais mal gérer en fait vos canaux de communication. Donc, c'est-à-dire être sur Facebook, être sur Instagram, avoir un site qui est pas fini, par exemple. En réalité, il vaut mieux ne pas être sur les réseaux sociaux plutôt qu'avoir un compte qui est pas très cohérent avec le reste de votre communication et qui est vide, sur lequel vous avez fait un post il y a 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui va tomber dessus, elle peut se poser la question: «Est-ce que cette personne est toujours en activité ou pas?» parce que je vois que c'est complètement laissé à l'abandon ici. Donc, il faut aussi que vous pensiez à vous concentrer en priorité sur ce que vous aimez faire. Réfléchissez avant de vous lancer. Est-ce que vous aimez faire des vidéos? Est-ce que vous aimez parler face cam des problématiques que vous recevez pendant vos consultations, de votre méthodologie? Est-ce que c'est un exercice pour lequel, bah, vous êtes, bien, ben, à l'aise, en fait, pour le faire ou pas? En tout cas, ce qui est important, c'est de concentrer vos efforts là où ça en vaut la peine, là où vous allez vous plaire à créer du contenu. Ce qui est sûr, c'est que la clé, c'est la régularité. Peu importe ce que vous faites, c'est-à-dire que votre but, c'est d'avoir votre site en première page de Google, référencé par rapport aux mots-clés en rapport avec votre activité et votre ville. Vous vous dites, OK, très bien, je vais mettre un blog en place, je vais écrire des articles. Ça ne suffit pas d'en écrire un tous les 6 mois. Je pense qu'il faut vraiment être régulier. OK, donc ça, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je remarque en général, c'est que les personnes qui ne sont pas bien organisées s'épuisent sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà une activité à plein temps, hein. Votre activité de thérapeute, c'est une activité à plein temps. Créer du contenu, alimenter des réseaux sociaux, c'est une autre activité qui peut aussi être à plein temps, qui demande énormément d'efforts. Et pour ça, il faut que vous vous organisiez. Si vous n'êtes pas organisé, moi je vois beaucoup de personnes qui créent au jour le jour du contenu ou qui se disent: «Bah tiens, là on est lundi, qu'est-ce que je poste cette semaine?» C'est un petit peu la cata. Après, par la suite, vous pourrez improviser. Vous pourrez un petit peu poster au jour le jour quand vous serez, quand vous serez un petit peu plus rodé, tout simplement. L'organisation, la planification, c'est vraiment en fait la base. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter de créer au jour le jour du contenu, ouvrez un document sur Word et écrivez toutes vos idées, toutes les thématiques que vous pourriez aborder et tous les types de contenus que vous pourriez faire et essayez de les préparer, de les planifier à l'avance. Moi, ce que je conseille, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, essayez de préparer 30 contenus à l'avance. De cette façon, vous n'avez plus qu'à les planifier, plus qu'à les poster et vous êtes tranquille. Vous économiserez du temps et de l'énergie, ça c'est sûr. Il faut aussi que vous définissiez un rythme de publication, ce que j'ai oublié de vous dire, voilà. Je vais peut-être pas, publier tous les jours, c'est trop pour moi. Est-ce que je publie, 2 fois par semaine? Est-ce que je publie 3 fois par semaine? Est-ce que je publie un jour sur 2? Ça, c'est très important aussi. Les content pillars. Les content pillars, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, des thématiques auxquelles vous devez réfléchir. C'est-à-dire que votre compte Instagram, si vous êtes thérapeute, ne peut pas parler d'un seul et unique sujet. Le message principal de votre compte ne doit pas être uniquement: «Je suis thérapeute à Bordeaux, je propose cette activité, venez me voir en consultation». Non, ce que les gens vont rechercher et pourquoi ils vont être intéressés et suivre votre compte, eh bien, c'est pour avoir, bah, différents types d'informations, peut-être des petits exercices pratiques. Vous devez proposer différentes thématiques pour intéresser votre audience, tout simplement. Donc, parmi les types de contenus que vous pouvez proposer un type de contenu qui est plutôt éducatif. Alors là, vous allez en fait, vous allez casser les idées reçues, vous allez expliquer simplement quelle est votre pratique avec des mots qui sont assez abordables, expliquer, bah, ce que vous faites et comment vous le faites, c'est très important. Ensuite, il y a ça va aussi vous aider à les mettre en confiance et à vous leur donner envie, en fait, de vous consulter, tout simplement. Le FAQ, donc ça, je vous en ai déjà parlé précédemment, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Vous avez des questions qui reviennent souvent, eh bien, parlez de ces questions aussi sur vos réseaux sociaux. Peut-être, faites un reels dans lequel vous allez, bah, tout simplement, détailler et répondre à une question. Ensuite, les témoignages. Alors, vous pouvez peut-être faire un interview où vous pouvez parler d'un retour sans divulguer, le nom de la personne qui vous a consulté, mais vous pouvez aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé. Alors la semaine dernière dans mon cabinet, j'ai eu donc, ce cas et voilà comment j'aborde telle et telle problématique.
par exemple. Vous pouvez parler des coulisses. Alors, c'est-à-dire que si vous êtes dans un espace qui accueille vos clients directement, vous pouvez bien montrer un petit peu la face cachée, montrer comment vous préparez votre espace de travail, comment vous préparez vos sessions. Vous pouvez vraiment parler de différentes choses en fait qui entourent votre quotidien de thérapeute. Ensuite, vous pouvez parler de vos valeurs aussi, hein, donc pourquoi vous faites ce métier, hein, qu'est-ce qui vous a amené, parler aussi de votre passé peut-être, que les personnes vous suivent avant tout pour vous en tant que personne et elles veulent vous découvrir par la suite en tant que thérapeute peut-être, mais pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est leur donner confiance et leur montrer qui vous êtes. Alors ensuite, il y a aussi des conseils pratiques. Vous pouvez mettre en place, par exemple, si vous êtes sophrologue, vous pouvez donner des petits exercices de relaxation, des choses très très concrètes qui vont être assez ludiques et que les personnes qui vous suivent pourront directement mettre en application. Et ensuite, des inspirations. Donc là, vous pouvez partir dans les citations, etc. Donc c'est quelque chose un petit peu plus pour inspirer, pour motiver. Donc là, vous voyez, il y a plein de types de contenus que vous pouvez publier sur vos réseaux et je pense que c'est quelque chose de très important à mettre en place avant même de commencer à poster. Réfléchissez toujours à ça et moi je dirais qu'il faut qu'il y ait un petit peu de tout sur votre compte. Les réseaux sociaux ne sont pas magiques et ça j'insiste vraiment. Donc ce qu'il faut faire pour les réseaux sociaux, c'est qu'il faut publier de façon très très régulière, hein. C'est quelque chose qui va demander du temps, de l'engagement. Si vous ne publiez pas régulièrement, je pense que vous ne pouvez pas vraiment voir de résultats, voir une communauté qui s'agrandit. Donc ça, c'est très important. Il faut aussi garder en tête que publier ne suffit pas pour remplir son agenda, hein. Je suis en contact avec énormément de professionnels du bien-être et croyez-moi, c'est pas parce qu'on a 100 cas d'abonnés sur Instagram qu'on a son agenda qui est overbooké et qu'on n'a plus de place, hein. Parce qu'en fait, il faut garder en tête le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est quoi? C'est la différence en fait entre le nombre de personnes qui vous suivent et celles qui vont vous contacter. Et n'oubliez pas également que l'algorithme peut changer, hein. Donc, vous partez en vacances une semaine, Instagram n'aime pas ça et peut-être que quand vous allez revenir, vous allez avoir beaucoup moins de vues et beaucoup moins de visibilité malgré le fait que vous ayez vos 100 000 abonnés sur Instagram. Vous aurez, vous le verrez, hein, dans les stories que vous allez publier, vous allez peut-être vous dire: «Mais mince, pourquoi j'ai que 1 000 personnes, même pas, qui peuvent regarder mes stories et qui les voient?» Donc, n'oubliez pas que c'est un engagement sur le long terme. Si vous n'êtes pas bien sûr au niveau des réseaux sociaux, est-ce que je dois me lancer ou pas? Dites-vous que c'est pas quelque chose qui va marcher comme ça du jour au lendemain, que souvent ça demande beaucoup de travail et surtout il faut être patient. Les vidéos, les stories, le contenu sur Instagram, elles montrent que vous êtes une personne plutôt active, plutôt accessible, plutôt humaine. Ici, on parle de venir consulter une personne qui est un thérapeute et il faut que les personnes vous fassent confiance, se sentent à l'aise avec vous et vous pouvez montrer donc votre personnalité avec ces supports de communication. Essayez de garder les choses plutôt concises. On va dire que 15 secondes maximum par idée, c'est un bon ratio. Au-delà de ce ratio, il y a l'attention des viewers qui va baisser. Gardez en tête que les sous-titres sont très importants car il y a à peu près 80% de personnes qui consultent Instagram sans le son. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Privilégiez la lumière naturelle, donc c'est-à-dire il ne faut pas que vous fassiez des vidéos qui ont l'air d'être faites de votre cave, hein. Montrez que voilà, c'est lumineux chez vous, il faut qu'ils vous voient, ça va donner un petit peu plus envie. Il faut ne pas oublier également de faire des call to action. Donc, vous parlez d'un sujet, vous les invitez à en savoir plus en consultant votre site. Vous les incitez à cliquer sur la bio Instagram pour prendre rendez-vous, pardon. Vous avez aussi l'astuce du trépied. Donc, il y a des petits trépieds que vous pouvez trouver partout. C'est toujours plus sympa. Moi, je vois beaucoup de personnes qui font des stories comme ça avec leur téléphone et ça tremble un petit peu.
posez, calez votre téléphone, hein, calez-le sur un trépied. Vous avez des petits trépieds qui coûtent à peu près une dizaine d'euros, qui sont très pratiques et qui sont amplement suffisants. Vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel qui coûte très, très cher. Et l'astuce du micro. Donc pensez que si vous faites beaucoup, de contenu dans lequel vous parlez, pensez que le son, c'est quelque chose de très important. Donc n'hésitez pas à investir dans un petit micro cravate. Alors un petit micro cravate, c'est ça, je ne sais pas si vous voyez le mien et c'est quelque chose de relativement abordable et qui vous permet d'avoir un son qui est assez clair et assez bon et c'est très important au niveau de la qualité. Quand on parle des réseaux sociaux, il y a aussi un mythe, c'est le mythe, du nombre d'abonnés. Donc attention, hein, de ne pas, faire trop la course, aux abonnés, parce que parfois vous pouvez avoir un petit compte qui est bien géré, qui convertit bien. Il peut parfois avoir, bah, peut-être, oui, 500 followers, mais 500 followers qui vont être plus qualifiés qu'un grand compte avec 10 000, 20 000, abonnés qui sont plutôt passifs et qui ne font pas grand-chose et qui n'interagissent pas. Donc les premiers clients, il faut aussi que vous gardiez en tête que souvent vos premiers clients, ils vont venir en fait autour de vous, pas forcément des réseaux sociaux en général, mais plutôt du bouche à oreille, d'un premier réseau qui va être plutôt un réseau local. Une autre erreur à éviter, c'est de penser que les réseaux sociaux doivent représenter tout votre marketing. C'est quelque chose que je vois énormément et c'est une grosse erreur. En fait, il faut que vous vous disiez que les réseaux sociaux ne représentent pas toute votre communication et tout ce que vous devez faire pour communiquer en ligne. Les canaux qui convertissent vraiment, eh bien, c'est votre fiche Google Business qui va vraiment attirer les gens vont vous trouver de cette façon-là et votre site internet qui va les aider à prendre des décisions. Et il faut donc que vous voyez vos réseaux sociaux comme une action parmi tant d'autres et pas comme le centre de tout. Donc quand on parle de marketing pour les produits bien-être, il faut que vous pensiez à vos 3 piliers. Vos 3 piliers, c'est votre site car il va vous aider à apporter la crédibilité, à donner des infos pratiques et concrètes et il va en fait aider les personnes à passer à l'action, à vous contacter. Ils vont lire à propos de vous, lire à propos de vos activités, ils vont vraiment en savoir plus et là, ça va vraiment les faire agir. Votre fiche Google Business Profil aussi, donc ça va vous apporter la visibilité locale. Ça va aussi apporter la confiance avec tous les avis que vous allez récolter au fur et à mesure du temps. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Donc là, vous allez vous en servir plus pour tisser un lien humain, pour montrer en live votre personnalité, pour montrer, bah voilà, votre présence quotidienne et pour parler de façon beaucoup plus proche et personnelle que ce que vous allez faire, par exemple, sur votre site. Maintenant, on va parler des erreurs fréquentes à éviter quand on communique en ligne. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, mais il y a également beaucoup de choses à ne pas faire. Donc, dans les choses à ne pas faire, il vaut mieux éviter de se lancer en ligne sans avoir défini son identité. Donc j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, qui ont déjà lancé leur activité depuis un petit moment et qui sentent qu'ils n'ont pas forcément bien fait les choses dès le début et donc ils doivent tout reprendre depuis le début. Parfois ils se disent: «Bah mince, ça du coup je vais devoir complètement l'effacer» et cetera. Je pense que c'est toujours un petit peu dommage d'effacer des posts, d'effacer des choses qui ont été faites dans le passé, parce que ça montre aussi votre expérience, ça montre que vous êtes là depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mois et ça vous apporte aussi de la crédibilité. Donc, erreur à éviter avant de se lancer un petit peu les yeux fermés, sans travailler sur l'identité visuelle, sans prendre le temps de réfléchir à votre message, sans prendre le temps de réfléchir, qui sont vos clients, qui sont vos patients, comment vous pouvez les aider et comment est-ce qu'ils peuvent vous trouver. Donc, il faut aussi, garder en tête qu'une identité visuelle, ce n'est pas un logo, OK? Et le logo ne représente pas toute l'identité visuelle. Comme on a vu en première partie, l'identité visuelle, c'est beaucoup plus qu'un logo. Une identité visuelle, c'est quelque chose, qui vous caractérise, qui montre vos valeurs, qui montre votre aura en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose qui va créer un lien et qui va vous aider à être choisi. Aussi, ce qu'il faut éviter, c'est communiquer sans savoir ce qu'on veut transmettre. Éviter de vous noyer, les gens sous, trop de messages, quelque chose d'un petit peu brouillon. En fait, si vous voulez parler à tout le monde, vous risquez de ne parler à personne. Donc concentrez-vous autour de vraiment vos piliers. On a parlé des content pillars. Qu'est-ce qui va réunir toutes ces thématiques? Quel est le message que vous voulez faire passer?
C'est très important. Et négliger son site web. Alors ça, c'est quelque chose que je vois énormément. En fait, je vais dire toutes les semaines, tous les jours, j'allais dire tous les jours, mais toutes les semaines, je vois des négligences de site web et c'est vraiment pas bien. Si vous vous lancez dans la création d'un site web, lancez-vous vraiment dedans, faites-le bien depuis le début et soyez sûr, avant de le mettre en ligne et de le partager, qu'il est bien finalisé et que vous êtes vraiment fier de votre site web. Souvent, quand vous lancez votre activité, vous allez demander à vos proches de partager votre site web, de communiquer pour vous, parce qu'en fait, au début, on trouve nos premiers clients grâce au bouche à oreille, évidemment. Eh bien, si vous faites un site qui est pas très pro, qui est pas très quali, ne pensez pas que vos proches, dans 1 an, quand vous investirez un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'argent pour faire un site qui est bien professionnel, ne pensez pas que toutes ces personnes qui, ont partagé votre premier site vont vous s'amuser à repartager, tous les 6 mois ou tous les ans, en fait, une nouvelle version d'un site. Ça, non. Donc, dès le début, essayez vraiment de vous donner les moyens. Ce que je vois, moi, très, très fréquemment, c'est des personnes qui me contactent et qui se disent: «Bah, mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait au niveau de ma communication et de mon site au début». Eh bien, en fait, pensez que c'est quelque chose qui va retarder votre activité parce que c'est vraiment quelque chose qui vous aide, qui va vous aider, en fait, à être choisi. Pensez que dans votre spécialité, vous n'êtes pas le seul dans votre région qui propose ce type de service, ce type de pratique. Et ce qui va faire toute la différence entre vous et quelqu'un d'autre, eh bien, c'est ce que la personne va pouvoir percevoir de vous en ligne. Donc, quand on parle de perception, eh bien, on parle de tout ce qui se rapproche à votre identité. OK, votre identité visuelle, la façon dont vous vous adressez aux personnes, la tonalité, comment vous allez expliquer votre service. Si votre service n'est pas compris, votre service ne sera pas choisi, tout simplement. Donc, ne négligez rien dès le début, passez du temps afin d'avoir tout en fait d'une façon claire et donnez-vous les moyens de vraiment trouver une patientèle et ensuite évitez, comme je vous l'ai dit, de se concentrer uniquement sur un compte Instagram ou uniquement sur une page Facebook. Il faut aussi éviter d'être partout tout le temps. Si vous pouvez être très très positif au début, vous dire ah voilà moi je vais être là, je vais faire ça 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 ça, mais au bout d'un moment, je pense qu'il vaut mieux sélectionner là où vous allez être et ce que vous allez faire en termes de communication en ligne plutôt que d'essayer d'être partout et de faire tout mal. Ça c'est clair. Il faut aussi de la régularité, OK? Et posez-vous la question avant de vous lancer. Est-ce que, par exemple, si vous faites votre site vous-même, posez-vous la question, dites-vous, est-ce que ça va vraiment m'aider à trouver des clients? Est-ce que c'est assez pro? Est-ce que ça me crédibilise? Ou au contraire, est-ce que ça me décrédibilise? Et parfois, malheureusement, c'est un petit peu dur de se rendre compte de ça. Quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, on est souvent assez heureux, assez content de notre travail. On se dit, bah tiens, waouh, je pensais pas que j'allais y arriver et regardez ce que j'ai fait. Mais souvent, voilà, c'est important aussi de prendre le temps, de se poser et de bien faire les choses dès le début. Ensuite, ne pas oser se montrer. Essayez de vous dire que bah, c'est plus qu'un service que les gens vont chercher. Ok, c'est vraiment une personne qui va prendre soin d'eux. OK, donc pour ça, il faut avoir confiance. Peut-être que c'est la première fois que ces personnes qui vont vous contacter vont voir, un professionnel qui propose le type de service que vous faites et donc dans ce cas, c'est assez important d'être à l'aise, c'est assez important, de faire confiance à la personne et pour ça, comment est-ce que vous allez créer cette confiance sans rencontrer directement la personne? En montrant qui vous êtes, en montrant toute votre bienveillance, en montrant votre méthodologie, votre professionnalisme. Et pour ça, eh bien, vous allez le montrer au travers de toutes vos actions de communication, de tous vos supports, que ce soit votre site web, vos réseaux sociaux et tout ce que vous pouvez laisser à propos de vous en ligne. Et aussi se cacher derrière trop de citations, trop d'images génériques. Au bout d'un moment, on veut du concret. Hein. Si vous êtes pro, eh bien, parlez-nous de choses concrètes. Expliquez-nous comment vous travaillez. Expliquez-nous de façon très concrète ce que vous pouvez faire pour nous, tout simplement. Autre point, donc croire que plus de followers, c'est plus de clients. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est entièrement faux. Hein. C'est pas parce que vous avez 100 000 followers que vous allez avoir 100 000 clients. Je pense que ça coule de source, mais c'est quand même bien de le préciser.
Et ensuite, il faut que vous vous concentriez sur la qualité et pas uniquement la quantité. Si vous avez comme objectif d'être sur les réseaux sociaux, eh bien c'est clair que ça aide beaucoup de poster tous les jours. Mais alors, qu'est-ce que vous allez poster tous les jours? Si vous pensez que vous n'avez pas assez de matière pour poster des contenus de qualité chaque jour, eh bien ne postez pas chaque jour. Il vaut mieux poster moins, mais poster des choses qui ont vraiment du sens et des choses qui vont vraiment renseigner les personnes qui sont en contact avec votre contenu. Avoir un joli site aussi, mais sans structure claire. C'est vrai que c'est très beau, hein. Vous pouvez faire un super site qui est super beau, mais est-ce qu'il est vraiment efficace? Je ne sais pas. Et ça, c'est ça qui est important. Donc, essayez de bien suivre ce que je vous ai dit au niveau de la structure, au niveau du contenu. Il y a un certain nombre de choses, d'informations qui doivent y être. Et un site, c'est pas forcément un beau design épuré. C'est aussi une information qu'on va chercher d'une façon un petit peu systématique à tel ou tel endroit. C'est le cerveau humain qui est fait de cette façon. On a l'habitude des sites web, on sait à peu près où trouver telle info, et c'est pour ça qu'il faut pas que vous fassiez un site fouillis, une espèce de pêle-mêle de tout et n'importe quoi. Il faut que vous structuriez votre site et que vous aidiez vos visiteurs à trouver les informations qu'ils recherchent. Et aussi, autre point à éviter, il ne faut pas sous-estimer la force de Google Business Profile, ok? Votre fiche Google Business, c'est vraiment quelque chose de très important pour un professionnel du bien-être. C'est quelque chose qui va vous aider à être choisi. Alors évidemment, en fonction de votre activité, en fonction de votre ville, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de concurrents et je pense sincèrement que si vous suivez tous les conseils que je vous ai donnés pour optimiser votre fiche, eh bien vous pourrez, après quelques mois, remonter dans les résultats. Et en fonction de votre activité, si vous avez beaucoup de concurrence, c'est quelque chose qui est très, très important et qui va être assez déterminant. Donc, une belle fiche Google Business, un lien vers un site qui est bien fait. Ok, je tombe sur la fiche, je vois, j'aime un petit peu les reviews, je vois les avis clients qui sont plutôt pas mal. Je clique sur le site. Ok, là, je vois que c'est super pro et je passe à l'action. Je peux contacter cette personne pour avoir une première consultation. Voilà, donc je crois qu'on est bon au niveau des choses à éviter. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous offrir un plan d'action de 30 jours. Donc, ce plan d'action, ça vous permet de poser les bases de votre présence en ligne. Alors, je précise que je l'ai créé vraiment pour les personnes qui sont déjà diplômées et qui ont déjà lancé leur activité, mais qui sentent qu'ils ont des choses à améliorer au niveau de leur communication, au niveau de leur marketing, peut-être parce qu'il y a des choses qui ont été laissées de côté. Et aussi pour les personnes qui sont fraîchement diplômées et qui lancent leur activité. Souvent, ça peut être un petit peu impressionnant, le nombre de choses qu'on a à faire pour lancer son activité. Comment est-ce qu'on va communiquer en ligne? Comment on va faire son site web? Comment est-ce qu'on va réfléchir en fait à son identité visuelle? Donc j'espère que cet atelier aura pu vous aider. Je mets à votre disposition. Donc là, si vous cliquez sur le lien qui s'affiche, vous allez pouvoir télécharger totalement gratuitement un plan d'action de 30 jours. Donc ça veut dire en 30 jours, on fait une action concrète chaque jour afin de se lancer en ligne et afin de prendre soin de sa communication. Pour télécharger ce plan d'action gratuitement, il vous suffit de taper ce lien. J'essaie de vous mettre un lien assez simple, comme ça vous pouvez vous en souvenir et le retrouver facilement. Vous pouvez également visiter ce lien qui est en fait une page spéciale que j'ai mis en place sur mon site web qui vous propose des tarifs préférentiels afin de créer vos sites internet et vos identités visuelles si vous voulez le faire avec moi via le Studio Bloom. Nous sommes en partenariat avec votre institut de formation et j'ai préparé spécialement pour les élèves de votre école des tarifs qui sont plus qu'avantageux. Parce que le but, je sais que c'est beaucoup d'investissement au début. Vous avez investi dans une formation, vous devez lancer votre activité. Et le but, c'est de vous permettre de lancer votre activité dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour ça que je propose des tarifs qui sont plutôt abordables pour les étudiants de votre école. Donc, je me ferai un plaisir de vous accompagner pour la création d'identités visuelles et pour la création de sites web ou pour tout autre besoin en rapport avec votre communication en ligne. Et voilà, c'est terminé. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre temps. Malheureusement, on ne peut pas interagir car cet atelier a été enregistré au préalable. Mais si vous avez des questions ou si vous sentez que je peux vous aider par rapport à vos problématiques de communication, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, vous avez mon mail qui s'affiche. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous éclairer si je le peux. En tout cas, ça a été un plaisir. Je vous dis peut-être à bientôt pour un atelier sur un autre thème. Au revoir!